Les études sont explicites. Développer les compétences psychosociales de nos élèves entraîne une amélioration de leurs résultats scolaires, une augmentation de leurs comportements prosociaux et une diminution des problèmes de conduite. Reste la question fondamentale de la formation pour installer ces pratiques. Béatrice Sabaté et Armel Martin répondent à mes questions et nous rendent compte de l'étude menée sur un réseau d'éducation prioritaire dans l'académie de Créteil. Elles ont fondé ensemble, il y a 10 ans, l'organisme de formation dédié au développement des compétences psychosociales, dites CPS. L'organisme s'appelle Acteurs de lien. Bienvenue Béatrice et Armel. Bonjour. Bonjour. Pour vous introduire, est-ce que vous voulez bien nous dire l'une et l'autre le lien fondamental, prioritaire que vous entretenez avec les compétences psychosociales? Oui, alors je peux me lancer. Donc, je suis Béatrice Sabaté. D'abord, merci de nous recevoir. C'est un sujet qui nous passionne. Alors moi, ça fait 20 ans en fait que je travaille dans le domaine du développement des compétences psychosociales. Donc des liens, j'en ai créé pas mal. Le tout premier, c'est que j'ai travaillé pendant 15 ans en établissement scolaire et en fait, en tant que psychologue d'éducation et j'ai donc, travaillé avec des enseignants, l'encadrement, les parents, le périscolaire, les élèves, avec vraiment à cœur de développer les compétences psychosociales pour en faire un langage commun et finalement, voilà, le développer de façon systémique et c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui. J'ai longtemps habité aux États-Unis et quand je suis rentrée il y a une douzaine d'années, c'était avec, l'envie alors j'ai rencontré, je crois que peut-être je peux en dire juste un mot. J'ai rencontré une démarche de développement des compétences psychosociales là-bas. C'est pas la seule, mais elle m'a intéressée. Il s'agit de la discipline positive de Jen Nelson et c'est cette approche que depuis une douzaine d'années, on développe en France au service, justement des compétences psychosociales. Voilà, Merci ça fait Béatrice. 2 liens. Armel, Alors moi, le lien que je choisirais en priorité, c'est la prévention. En fait, je suis avocate dans le secteur social de formation avec une spécialisation ressources humaines et analyse des organisations. Ça fait longtemps que je travaille plus comme avocate, mais dans mes premières expériences, en fait, j'ai observé forcément beaucoup de conflits, beaucoup de dysfonctionnements relationnels, beaucoup de ruptures d'appartenance, de perte de motivation. Et puis, voilà, au gré de mon parcours, j'ai constaté que plus on a des compétences psychosociales qui sont fortes, plus on est équipé, en fait, pour faire face à ces situations de la vie quotidienne. Donc ça m'a donné envie de me plonger dans le sujet et quand Béatrice est rentrée des États-Unis et a rapporté l'approche en France, bah, je me suis formée, voilà, pour pouvoir diffuser ça le plus possible. on va rentrer dans le vif du sujet. Merci pour votre présentation. On parle de compétences psychosociales, de CPS. Si ça se glisse dans notre discours, voilà, sachez ce que ça veut dire. De quoi on parle quand on parle de compétences psychosociales? Alors, j'ai envie qu'on fasse une entrée un peu concrète, comme si on était en formation avec des enseignants. Et il y a une activité qu'on fait, systématiquement, qui est celle des 2 listes et on va leur demander d'abord on va partir des difficultés qu'ils rencontrent dans leur classe, qu'on va lister ensemble. Ça va être notre matière finalement de travail et puis la deuxième liste qu'on va monter avec eux, c'est, en leur posant la question de si, imaginez que vos élèves, aient fini l'école, quelles sont les compétences, quels sont les talents que vous avez envie qu'ils aient, qu'ils emportent avec eux dans la vie? Et dans cette liste, alors on va trouver l'autonomie, on va trouver la maîtrise de soi, le respect de soi, de l'autre, de l'environnement, on va trouver l'empathie, on va trouver savoir communiquer. La liste est vraiment longue et on s'aperçoit que sur cette liste, ce sont essentiellement des savoir-être, hein, et ça fait partie des compétences, psychosociales. Donc le premier outil concret qu'on peut garder de ces 2 listes, en fait, c'est que quand on est face à une difficulté, la question qu'on va se poser, c'est, OK, par exemple, il a du mal à garder son calme, voire il fait des colères, il se roule par terre, il tape sur son voisin.
quelle est la compétence qui lui manque, quelle est la compétence qu'il a besoin de développer, cet élève. Alors là, ça serait par exemple la maîtrise de soi, ce qui fait que ça va nous faire comme un GPS éducatif qui va centrer à la fois notre attention dans les actions qu'on va mettre en place et qui va pouvoir aussi centrer l'attention de l'élève sur ce point en particulier. Donc ça, c'est un outil en soi que cette question. Et j'ai envie de rajouter juste une chose, c'est que ces 2 listes, on les fait depuis 20 ans. On les fait dans des pays différents, dans des cultures différentes. On les fait en école publique, en REP+, on les fait en école privée, on les fait en crèche, on les fait en post-bac et on s'aperçoit que finalement les envies de transmission, elles sont universelles, ce sont les mêmes. On va retrouver l'empathie, on va retrouver le respect, on va retrouver la régulation. Donc ça, c'est important quand même à le garder en mémoire parce que c'est aussi quelque chose qui nous permet de faire du lien entre nous en équipe, euh, en- interétablissement, mais aussi en coéducation avec les parents. Donc il y a vraiment un caractère universel à ces compétences psychosociales. Et si je vous donne une définition plus théorique, en 2 lignes, et je vais vous la lire, c'est celle qui est sortie dans le rapport de Santé publique France qui est paru en septembre dernier. Les CPS font partie des compétences de vie qui permettent de faire face efficacement aux situations et aux problèmes du quotidien. Donc on est vraiment dans une dimension de langage commun au service des savoirs. Et ce que je note, avant de donner la parole à Armel, ce que je note, c'est qu'on parle de compétences, donc a priori, c'est des choses qu'on peut développer. Complètement, complètement. Ça s'apprend, on s'entraîne et ça se développe. Armel, quelque chose à ajouter sur cette mise en place du cadre de ce vocabulaire compétences psychosociales? Oui, en fait, ce qui me vient en vous écoutant, c'est que ce sont des compétences qu'on peut développer et on les travaille à l'école, mais on les travaille aussi dans plein d'autres champs. Et nous, chez Acteurs de Liens, on a pas mal de champs d'intervention. On va travailler avec les professionnels de santé, où ça va être de plus en plus important. On va travailler avec la protection de l'enfance. On va travailler avec des structures éducatives qui sont un peu distinctes de l'éducation nationale. On va travailler avec des équipes. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge pour travailler ces compétences psychosociales. Elles sont, si je poursuis 1 minute sur ce côté un peu formel que Béatrice évoquait avec la définition, il y a une classification des compétences psychosociales qui permet de s'y retrouver un tout petit peu, qui a été avancée par l'Organisation mondiale de la santé en 2001, puis qui a été reprise là par Santé publique France. Et on va trouver 3 familles. On va trouver les compétences qu'on appelle cognitives. Donc ça, c'est tout ce qui touche à la conscience de soi, la capacité à faire des choix, la capacité à réfléchir, à chercher des solutions. On va avoir les compétences qu'on dit émotionnelles, qui là touchent la régulation des émotions et la régulation du stress. Donc ça aussi, on voit que c'est important dans tous les secteurs. Et puis on va avoir les compétences sociales qui là touchent plus à la communication, à la capacité à construire avec les autres des relations qui sont respectueuses, qui sont constructives. Je retiens de ce que vous dites toutes les deux, il y a quelque chose donc d'universel, ça fait un vocabulaire commun, et donc on peut vite comprendre comment, en tant qu'enseignant, on peut mobiliser ses compétences psychosociales. On s'adresse à un être humain qui a des compétences psychosociales qu'il va mobiliser dans tous les champs de sa vie et aussi à l'école. Donc, juste pour clarifier et dire que c'est bien dans les missions des enseignants que de prendre en compte ces compétences psychosociales. Et si je peux ajouter une chose, Nathalie, il y a 2 spécialistes qui sont pas, qui sont pas intervenus au même moment, mais qui apportent aussi un éclairage. C'est Fortin, qui était pédiatre, qui a été un des pionniers en 2009 pour l'introduction des compétences psychosociales en France. Et lui, il parle des CPS comme de compétences d'adaptation cognitive, émotionnelle et sociale, et pour faire face en fait à sa vie de tous les jours. Et puis on a Christophe Marcelier qui est aussi spécialiste et qui dit beaucoup de choses sur les compétences psychosociales, mais une des choses qu'il dit
et qui a beaucoup de sens pour nous, c'est que ça vient toucher les compétences psychosociales, ça vient toucher la capacité d'agir. Et ça, si tout à l'heure on parle un peu de nos projets sur le terrain, on verra que c'est quelque chose qu'on a pu constater dans les équipes enseignantes et chez les enfants. Et du coup, Armelle, vous venez de boucler avec le début des compétences de vie. Oui. Voilà. S'adapter, agir. C'est ce qu'on veut pour nos enfants et notre société, finalement, parce que ce projet, c'est un projet de société, voire d'humanité. Mais on va essayer de ne pas regarder trop grand. Moi, j'aimerais savoir ce que dit la recherche de l'impact de ce développement des compétences psychosociales. Oui, alors ça, je peux en dire un mot. La recherche dit beaucoup de choses. Et elle dit tellement de choses que Santé publique France, justement, a édité en 2022 un référentiel qui est en fait un état des lieux de la recherche sur les compétences psychosociales. Donc c'est un document qui fait une 50aine de pages qu'on va pas résumer ici, mais si on a des auditeurs qui sont passionnés par la recherche, c'est vraiment un document à aller regarder parce qu'il y a plein de choses qui amènent de la nuance et qui sont intéressantes. En substance, ce que dit la recherche, c'est que quand on travaille sur les compétences psychosociales, on favorise un bien-être à la fois physique, mental et social. On va favoriser l'insertion professionnelle. On va prévenir un certain nombre de conduites qui peuvent être préjudiciables à la santé, donc ce qu'on appellerait des conduites à risque. D'ailleurs, ça a été un champ d'étude au tout départ qui a été très important. Et puis, on va favoriser la réussite éducative. Donc, si j'en citais qu'une seule, que souvent les enseignants connaissent, c'est la recherche de Durlac en 2011 qui montre que quand on travaille sur les compétences psychosociales, souvent les résultats scolaires des enfants augmentent. En fait, il y a une implication qui est plus importante. C'est bien, ça donne le cadre et ça redonne surtout le cadre de nos missions. C'est vrai que tout ce qui est compétences psychosociales, à certains moments, ça peut être un peu dévoyé en disant mais oui, mais c'est pas mes missions. Moi, ma mission, elle est d'instruire. Oui, instruire, oui, mais si on peut développer le terreau propice à cette instruction, ma foi, les compétences psychosociales semblent être un bon champ à développer. C'est donc bien dans nos missions d'enseignants. On a posé le cadre, on sait, vous nous dites que ça favorise les apprentissages. Reste la question de la formation en tant qu'enseignant. On peut ne pas être formé à ces compétences psychosociales. Si ça fait partie de nos missions, on se forme sur quoi? Alors, peut-être Béatrice. Ouais, vas-y. Oui, alors enfin, juste en quelques mots, on va se former sur, bien sûr, on va se former sur, on va commencer par la posture en fait. La posture qui va permettre, qui va être propice au développement des compétences psychosociales et pour nous, c'est une posture qui est à la fois ferme et bienveillante. Donc dans la fermeté, on va trouver le respect de soi. Bah, ça me convient ou ça me convient pas. Si je sais pas, les élèves discutent, c'est un moment où normalement ils devraient être en silence, ça ne me convient pas et je vais pouvoir le dire, je vais poser une fermeté. La fermeté, c'est aussi le respect du cadre, le respect des besoins de la situation. Donc il y a un règlement, il y a des lignes de conduite, donc ça, on va les respecter. Donc cet élément est assez fort en fait dans la posture. Et puis le versant bienveillant de cette posture, ça va être le respect de la perspective de l'élève. Le respect de la perspective de l'autre. Ça ne veut pas dire que je vais accéder à toutes les demandes de l'élève, parce qu'on pourrait glisser vers quelque chose de permissif, là. Le glissement est facile. Euh, non, alors en fait, ça va être comme un je te vois. Je te vois, alors par exemple, tu es en train de bavarder, je suis sûre que tu as des choses intéressantes à dire, j'en doute pas, et en même temps, c'est le moment de se centrer sur cette activité, donc je voudrais le silence. Donc en fait, on va vraiment, dans cette posture, travailler le et qui se trouve entre fermeté et bienveillance. Donc on va sortir des débats de est-ce que c'est permissif, est-ce que c'est de l'autoritarisme, vraiment, on a besoin des deux en fait. Hem, donc ça, c'est une première chose sur laquelle on va travailler. On va travailler toutes les compétences
d'animation d'activités, de recherche de solutions avec les enseignants. On va travailler la co-responsabilité et encore une fois, la co-responsabilité, c'est un parti pris. C'est-à-dire que j'ai envie d'emmener ma classe dans la co-responsabilité, mais il y a des moments où je ne serai pas dans la co-responsabilité, et ça fait pas de moi, un enseignant qui est à côté de la plaque en termes de compétences psychosociales. Ça, je crois que c'est voilà, c'est un c'est important à le rappeler. Et puis, il y a un deuxième élément qui me paraît important à avoir en mémoire, et là, je vais mettre ma casquette de psy quelques secondes pour faire un crochet par les neurosciences. C'est que dans le se former sur quoi? On va se former sur toutes les compétences psychosociales. Et là, c'est important parce qu'il y a un psychiatre américain qui s'appelle Bruce Perry et qui partage un modèle du cerveau disant que le cerveau, il fonctionne de façon séquentielle. C'est-à-dire qu'il y a d'abord réguler, se réguler, ensuite il y a se mettre en relation et ensuite il y a raisonner. Donc c'est séquentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas être empathique si je ne suis pas régulée, si je suis hors de moi. Je ne peux pas basculer en recherche de solutions si je ne suis pas justement dans ma fenêtre de tolérance. Donc ça veut dire en fait que ces compétences psychosociales, elles sont interconnectées et qu'elles fonctionnent ensemble. Donc c'est difficile d'en isoler une par rapport aux autres et on va donc se former sur l'ensemble des compétences psychosociales parce que le cerveau fonctionne de cette façon-là. Donc on va le retrouver dans les outils concrets. Avant de travailler l'empathie ou avant de travailler une recherche de solutions, on va travailler la régulation. Donc comment est-ce qu'on va ritualiser la régulation dans la classe pour que l'élève, avant de basculer dans une sphère peut-être plus cognitive, puisse d'abord passer par la case de voilà, je respire, je me pose et puis après j'y vais. C'est la même chose, je sais pas, je pense aux devoirs sur table ou, c'est-à-dire que le stress peut empêcher un élève, de se souvenir de ce qu'il a appris. Ce sont 2 compétences, qui vont fonctionner de pair, que celle d'accéder à un savoir et celle de se réguler. Donc, ouais, se former de façon globale. Alors, c'est vrai que le global peut faire peur, hein, j'imagine, quelqu'un qui n'est pas averti aux compétences psychosociales. Écoute votre liste, Béatrice, et se dit Oui! waouh, Ah! mais qu'est-ce que je fais, quoi? Et puis, avec cette crainte, finalement, parce que ça nous pose au questionnement, on se dit ah ouais, ok. Ah ouais, donc moi, je peux générer ça dans ma classe, en négatif, hein, puisque en positif, on est plutôt dans l'élan. Si en négatif, on se dit ah ouais. Je peux donc, si je n'installe pas ça, je ne favorise pas forcément l'apprentissage de mes élèves. Et toute cette responsabilité et ce poids, comment, comment on se dégage de ça et qu'on se dit, OK, il y a une montagne à gravir, quel premier pas je fais et qu'est-ce que je me donne à entendre à moi-même en disant, Ouais, on déstresse, Mm. quoi. ouais. Alors la montagne à gravir, oui, quand on regarde la liste de départ, la liste est longue. Maintenant, c'est pour ça qu'on va attraper ce qui se passe dans la classe, pour, se centrer sur une compétence à la fois. Donc ça, c'est une façon de ne pas se laisser déborder. Donc si j'ai une classe qui est pas régulée, peut-être que ce sera la priorité. Maintenant la régulation, c'est souvent la priorité parce que je faisais référence à la fenêtre de tolérance tout à l'heure et on sait aujourd'hui, la recherche montre que, c'est dans cet espace que l'engagement social est le plus fort, que les apprentissages sont possibles et que le sentiment de sécurité peut s'installer. Donc ça, j'ai envie de dire, s'il fallait commencer par une compétence et en formation on commence toujours par celle-là, ça va être la régulation. Un Heu, exemple, ouais. un exemple concret, Béatrice, parce que moi, je crois percevoir ce qu'est la régulation, mais je veux bien qu'on l'explicite, si vous voulez Oui, bien. alors, la régulation, c'est quand notre système nerveux autonome est à peu près équilibré entre notre branche sympathique et notre branche parasympathique. Mais dans la classe, ça veut dire que, un élève qui est, justement, par exemple, il va passer au tableau et la prise de parole en public, pour lui, c'est compliqué. Donc il va avoir le cœur qui s'accélère, il va avoir la respiration qui s'accélère, et peut-être qu'il n'y a pas de sons qui vont lui venir. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on a peur,
eh bien, dans le cerveau, on déconnecte avec nos fonctions exécutives comme celle de restituer un savoir. Ce qui fait que concrètement, ça veut dire que peut-être avant le passage au tableau, je vais demander à mes élèves: «Est-ce que ça vous arrive de stresser? Qu'est-ce que vous faites pour retrouver votre calme quand vous êtes stressé?» On va prendre deux, trois idées et là, comme on va faire un passage au tableau, ce que je vous propose, ça va être de s'asseoir bien droit. On va faire comme des I et on va prendre 3 respirations. Donc ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on envoie au corps le signal que c'est OK, qu'on est dans notre fenêtre de tolérance et qu'on peut y aller. Donc ça va être une matière de co-construction fantastique avec les élèves parce que on va pouvoir aller travailler. On n'a pas tous la même façon de se réguler, donc on va essayer des choses, euh, partager en fait des exercices qu'on fait. Il y en a un qui va respirer, l'autre qui va bloquer sa respiration, il y a celui qui va penser à des choses, celui qui va compter dans sa tête. Donc on met en commun, on en fait une liste, on pourrait même l'afficher sous forme de vase de régulation et on va piocher dans ce vase quand on en a besoin. C'est pour ça qu'en formation, on aime bien aborder cette histoire de la régulation de façon très concrète et en même temps inciter les enseignants à ritualiser ces moments. C'est pas juste un phénomène de mode que de prendre soin de soi, tu vois? Donc on va vraiment, ritualiser la régulation et alors chez les petits, ça commence par la co-régulation, je le fais avec eux et ce qu'on souhaite développer comme compétence psychosociale, c'est l'autorégulation dans n'importe quel contexte de vie. Quand je suis stressée, quand j'ai peur, quand je suis en colère, comment est-ce que je redescends dans cette fenêtre de tolérance? Et si je boucle avec le début, une compétence de vie, c'est-à-dire que ces compétences acquises ou développées dans l'enfance, dans l'adolescence, sont transportées avec soi dans notre vie d'adulte, j'ai envie de dire. On en a besoin tous les jours. Donc, et au-delà du signal de donner des outils, je trouve que ce qui est puissant aussi, c'est de donner à entendre à nos élèves, à nos enfants, que de stresser, c'est OK aussi, c'est Oui. normal. Enfin, il y a des situations de vie où on a un stress, notre corps nous envoie un signal, une émotion, et c'est pas l'émotion, enfin, le fait de ressentir de l'émotion, c'est bien normal. On Mmh, l'écoute et on en mmh, fait quelque chose. ouais. Donc, Et c'est pas parce on a appris à le réguler une fois qu'on saura le réguler pour toute la vie. Donc c'est vraiment un entraînement qui dure. Et peut-être qu'un facteur complémentaire de ce que Béatrice a évoqué pour s'approprier cette liste pas à pas, cette liste de compétences, c'est l'idée du temps long. Et en fait, on a eu la chance de mener sur un réseau d'éducation prioritaire à Pantin, en Seine-Saint-Denis, un projet de formation qui a duré 3 ans. 3 ans parce que justement en année 1, on va travailler tout ce qui touche à notre posture. Comment on peut associer, comme Béatrice disait tout à l'heure, de la fermeté et de la bienveillance. Comment on peut s'autoréguler en tant qu'adulte. Et puis en année 2, on va être davantage dans des temps d'échange avec les élèves. Comment on peut leur apprendre ces compétences-là à notre tour. Et en année 3, on va être en consolidation. Et on a eu le laboratoire interdisciplinaire de Grenoble avec Rebecca Champland qui nous a suivis avec une recherche sur les 3 années. Et en fait, ce qui a émergé de cette recherche, c'est que les élèves qui étaient avec des enseignants qui se formaient avaient des compétences psychosociales en augmentation, mais dans les spécificités, ils avaient par exemple la compétence de demander de l'aide et de chercher des solutions qui s'étaient renforcées. Et donc, si on reboucle avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la définition de Christophe Marcelier, on est en plein dans un travail sur le pouvoir d'agir. Et un élève ou une personne en général qui ressent le pouvoir d'agir va être beaucoup plus proactive sur les apprentissages scolaires et sociaux que quelqu'un qui ne ressent pas ce pouvoir d'agir. Armelle, tu parles de temps long, et c'est vrai que je trouve, c'est optimiste. Enfin, c'est-à-dire que ça déculpabilise, ça peut déculpabiliser. N'empêche que euh, quand on est dans sa classe, on se dit, ok, le temps long, certes, moi j'ai du temps long pour me développer, mais ma classe, je ne l'ai
qu'une année et il y a cette espèce de pression qu'on se met, peut-être à tort d'ailleurs, parce qu'on oublie que nos élèves passeront, par d'autres classes, par d'autres personnalités et d'autres compétences. Mais c'est vrai que dans sa classe, on se donne cette pression-là. Oui, mais moi, mes élèves, je ne les ai qu'une année, donc les erreurs que je fais cette année avec eux ou les manquements que je peux avoir avec eux, comment ça va s'inscrire dans leur parcours. Mais quand on fait cette enfin cette liste de talents et compétences avec les enseignants et qu'ils la regardent, très souvent, une des choses qui remonte, c'est que aucun de nous présents dans la pièce n'a toutes ces compétences. En fait, on a un bagage naturel, puis on a un bagage qui est plus travaillé, et puis il y a des compétences qu'on n'a pas parce que voilà, on n'a simplement pas eu l'occasion de s'entraîner à les développer. Donc, on va jamais se mettre en tant qu'enseignant une obligation de résultat. S'il faut toute une vie pour cultiver certaines compétences psychosociales, c'est pas en 9 mois qu'on va faire passer nos élèves de 0 à 100%. Simplement, on va contribuer à la musculation, j'allais dire, de ces compétences psychosociales et on va contribuer à l'échelle du temps dont on dispose, du contexte dans lequel on travaille. Et cette contribution, elle est précieuse. J'entends quelque chose d'important, en tout cas c'est comme ça moi que je le formulerais, cette idée de la confiance dans le temps long et cette confiance de la diversité des personnes que nos élèves, nos enfants vont rencontrer. Et donc de ne pas prendre à charge, soit tout seul ou toute seule, la responsabilité du développement de toutes ces compétences. Exactement. Alors, on a vu sur quoi se former. Béatrice, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, ce qui m'est venu en écoutant, c'est, l'image de l'iceberg. C'est que ce qu'on voit, c'est ce qui est la partie émergée de l'iceberg, et quand on aide des élèves à développer leurs compétences psychosociales, parfois il y a des choses qui bougent sous la surface aussi et qu'on ne voit pas, dans l'heure qu'on a avec eux ou dans l'année qu'on a avec eux. Donc il y a aussi ce mouvement, en fait, on va s'intéresser au mouvement et on n'en récolte pas toujours les fruits, dans l'immédiat. Donc il y a quand même quelque chose d'une posture de générosité, dans la chez l'enseignant. Et oui, parce que ça, c'est valable pour tous les C'est apprentissages, magnifique. même les apprentissages les plus académiques, on va dire. Oui, Ouais, ouais. ouais, tout à fait. Merci pour cette image de l'iceberg qui est toujours bonne à mobiliser. On vient de voir ensemble sur quoi se former. J'ai une question assez naïve. Pourquoi se former? Bah, alors pourquoi Armel vient de le dire à l'instant, parce que c'est pas inné et que en fait, les compétences psychosociales, ça s'apprend. Donc ça serait une bonne raison. On a besoin d'entraînement, d'apprentissage. Alors Jane Nelson, elle prend, l'image du train et elle compare, l'élève, l'enfant à un train et en fait, il y a 2 rails. Il y a le rail des savoirs académiques, et puis il y a le rail des compétences psychosociales et pour circuler de façon, équilibrée dans la vie, on a besoin des 2 en fait. On a besoin de ces 2 rails. Donc d'intégrer un apprentissage des compétences psychosociales, ça va être important pour cet équilibre parce que comme je le disais tout à l'heure, si je manque de régulation et que je dois, prendre la parole, réciter une poésie ou une définition de maths, bah, on voit bien que les 2 fonctionnent, ensemble. Alors voilà, des exemples, il y en a plein, mais l'idée c'est que les savoirs et ces compétences psychosociales sont complètement interconnectés, donc leur apprentissage, ouais, il va être vraiment important parce que ça marche de pair. Et comment? Allons vers le comment. Comment Ah, passer à l'action et comment se former? heu, alors il y a plusieurs entrées. Là, je vais parler de celle que je connais, donc la discipline positive et encore une fois, ça ne veut pas dire que enfin, il y a plein d'autres approches, mais nous, la façon dont on entre, dans le comment, ça peut être soit en se reposant sur ce qu'on appelle les neurones miroirs et donc l'apprentissage par observation. Ça veut dire qu'un enseignant, je me souviens dans des interventions qu'on faisait en classe, on avait en particulier une classe qui était très agitée
Et puis, mais sauf que quand on arrivait, les élèves nous disaient: «Bonjour madame», de façon très posée et on se disait: «Il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas». Et puis un jour, en arrivant en avance, on s'est aperçu que, l'enseignante était à la porte et disait: «Bonjour Thomas, bonjour Mathieu», et que les élèves rentraient les uns après les autres. Ça veut dire que en observant leur enseignante, ces élèves attrapaient une compétence psychosociale. S'il y a du chahut dans la classe et que l'enseignant va dire à sa classe: «C'est très simple, moi, tant que vous ne serez pas calmés, je vais m'asseoir, je vais rester en silence et je vais attendre», ce sera le signal que là, vous faites trop de bruit et que le calme doit revenir. Le simple fait d'observer leur enseignant prendre ce temps de pause, en fait, les élèves vont intégrer une compétence psychosociale. Donc ça, c'est une première entrée par nos neurones miroirs. La deuxième entrée, ça va être une entrée ponctuelle et on a beaucoup d'enseignants qui nous disent, par exemple, dans le secondaire: «Ouais, c'est bien joli tout ça, mais moi je les ai que 2 heures par semaine» ou «Je les ai pas beaucoup». Donc on va faire des entrées ponctuelles qui vont être, je me saisis d'une chose qui se passe dans la classe, j'entends une moquerie, qui traverse mon cours d'histoire géo, et bien, en fait, je peux prendre, 10 minutes pour leur dire: «Wow, qu'est-ce qui se passe? On ressent quoi quand on entend ça? Est-ce qu'on a envie de ressentir ça dans cette classe? Comment on peut faire ensemble pour que ça, voilà, qu'on puisse partager un espace de façon respectueuse?» Et je vais les basculer en recherche de solutions. Ça, donc, c'est une entrée ponctuelle. Et puis, il y a notre entrée de prédilection en discipline positive qui est le temps d'échange en classe. Ça veut dire qu'on va ritualiser un temps. Alors une fois par semaine, si c'est possible, si je suis en primaire ou prof principal, dans le secondaire. Ça peut être, 1 fois par jour sur un temps plus court chez les petits, mais ce sont 30 minutes. Ça peut être si j'ai, 10 heures d'heures de vie de classe dans l'année, tous les 15 jours chez les plus grands, mais je vais poser un temps qui va faire partie de l'emploi du temps et qui sera dédié aux compétences psychosociales. Et dans ce format, on a une structure qui est toujours la même. On va commencer par un tour d'appréciation pour plusieurs raisons. Parce qu'on sait que de démarrer en partant des forces, des ressources, de ce qui fonctionne, des satisfactions, en fait, on va avoir justement, on va rentrer dans notre fenêtre de tolérance et on va optimiser la qualité des apprentissages. Donc ça se repose sur ce que partage la psychologie positive, par exemple. Donc on part sur des appréciations. Ils apprennent à merci quand ils sont plus jeunes de m'avoir prêté ton stylo, d'avoir joué avec moi dans la cour de récréation. Donc il y a plein de compétences psychosociales qui se mettent en place de cette façon-là. Ensuite, il y a un ordre du jour de la classe en fonction de l'actualité. Il peut y avoir, je ne sais pas, il y a un brevet à préparer. Comment on peut s'entraider? Donc on va basculer en recherche de solutions à ce moment-là. Ça peut être au contraire sur un savoir-être. On parlait des bavardages tout à l'heure. Je me suis aperçue que dans la classe, ça discute beaucoup. Or, on a besoin à certains moments de se concentrer. Donc, comment on peut faire pour? Et à nouveau, on bascule en recherche de solutions. Donc, il va y avoir des recherches de solutions et il va y avoir, on a un manuel d'activités à faire avec les élèves pour travailler la compétence psychosociale, non pas de façon, j'ai envie de dire, cognitive. Je ne vais pas raconter une histoire en lisant un bouquin sur l'empathie ou un texte sur le respect. Bien sûr que ça peut être utilisé, mais je vais essayer de les emmener en expérientiel, c'est-à-dire leur faire l'expérience de comment ça fait à l'intérieur, qu'est-ce que je ressens quand l'autre m'envoie une moquerie, par exemple, quand l'autre est empathique. Et donc, on va aller travailler cette dimension de ce qu'on appelle logique interne. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? Où est-ce que c'est dans mon corps? Et qu'est-ce que ça me donne envie de faire? Et à ce moment-là, on fait un vrai travail de fond sans en faire voilà, une matière supplémentaire. Ça va être vraiment du transversal. Donc, on peut s'appuyer sur des activités d'un manuel et ça de façon régulière en temps d'échange en classe. Là, on a été sur le comment en classe. Moi, ce qui m'intéresse là derrière, c'est le comment moi, en tant qu'enseignant, je peux me former à ça. Alors, j'entends des manuels, des ressources, mais il y a cette question du passage à l'action si je ne suis pas très avertie sur le sujet, si j'ai bien conscience qu'il faut que je le fasse, mais je recule toujours parce qu'il y a quelque chose qui me bloque.
je crains ce type d'échange, j'ai peur de perdre le contrôle de ma classe. Il y a vraiment cette question du comment, elle est pour moi fondamentale dans ce que je suis en tant qu'enseignant. Mmh. Alors ça, Armelle, tu peux peut-être en dire un Oui, mot en s'appuyant ben, sur Créteil, sur ce qu'on a fait, en fait, ce qui me vient à l'esprit, il y a le fait de décider d'aller se former. Ça, c'est, là, j'allais dire, c'est un premier pas. Et en fait, dans ce qui a été identifié comme des ingrédients de formation probante pour les compétences psychosociales, c'est le fait de bien cibler les compétences sur lesquelles on travaille, donc avec les enseignants, exactement comme ce que Béatrice décrivait avec les élèves, on va dire, bon ben là, on va travailler une compétence d'autorégulation. Donc on va la cibler, on va l'expliciter, on va amener un peu de savoir, sans en faire non plus des tonnes, mais suffisamment pour comprendre comment notre cerveau fonctionne, quelles sont les répercussions sur le corps, etc. Et puis on va engager les enseignants et les élèves dans des activités qui sont très expérientielles. Il n'y a jamais dans cette démarche de discipline positive sur laquelle on s'appuie, il n'y a jamais de c'est bien ou c'est pas bien. En fait, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est quand j'ai tel type de geste professionnel, qu'est-ce que ça va développer chez mes élèves? Donc encore une fois, on peut se déculpabiliser parce que parfois, on va prendre certains outils à bord et puis d'autres outils qui ne nous parlent pas, on va pas les prendre à bord. Donc il y a cette façon de construire les formations. Et puis ensuite, il va y avoir, et ça c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu dans notre projet sur le REP+ de Pantin, il va y avoir les modalités de formation. Donc on a des temps collectifs et dans ces temps collectifs, on partage des pratiques, on vit des activités, on n'est pas d'accord sur ce qu'on ressent, ce qu'on pense que ça nous donne envie de faire. On met tout ça sur la table et tout est OK. Et puis, il va y avoir des temps de constellation. Donc là, on va dans les classes et puis il y a un enseignant qui va animer des activités de développement des CPS avec ses élèves et les autres regardent et ensuite on se retrouve et on fait du partage de pratiques, de l'analyse de pratiques. On fait aussi de l'encouragement pour tout ce qu'on a vu de positif dans la façon dont l'enseignant a amené les contenus aux élèves. Et puis on va faire aussi, parce qu'on est tous différents, un peu d'accompagnement individuel des enseignants, parce qu'il y en a qui vont avoir envie de renforcer telle compétence qui est importante pour leur classe ou telle autre. Vous voyez, donc en fait, c'est un accompagnement à géométrie variable, mais avec vraiment cette idée que on a un GPS, on essaye de faire un pas ou deux vers ce GPS, sans obligation de résultat, et avec beaucoup d'humanité entre nous. Hmm. et Est-ce que, d'humilité. C'est ça. et ce que j'entends, Armel, c'est que cette nécessité expérientielle qu'on propose aux élèves, eh bien, nous, en tant qu'enseignants, il faut qu'on y passe aussi. Oui, On peut pas y aller juste avec notre lobe frontal, quoi, hein. Ça peut pas être que intellectuel. Il faut passer par cette expérience et donc s'approprier cette expérience pour la partager ensuite avec nos élèves. Donc un projet ambitieux, c'est ça. j'ai envie de dire. Et Ouais. encore une fois, le temps long va être respectueux des individualités de chacun, parce qu'on va avoir des équipes où, dès le premier jour, il y a des enseignants qui sont à fond pour faire des activités expérientielles, se lancer, faire des jeux de rôle, etc. Et puis d'autres, pas du tout, qui vont avoir besoin de temps pour observer d'abord, pour s'approprier les choses, et puis petit à petit, pour entrer dans un apprentissage un peu différent. Ouais. Et si je peux rajouter une dimension qui me paraît importante et qui peut-être complexifie encore la donne, c'est que les compétences psychosociales étant très contagieuses, en fait, on entend souvent les enseignants nous dire, oui, mais alors nous, on nous demande de faire ça, mais l'encadrement quoi? On nous demande des choses dans la classe. Et en fait, on a des formations qui sont dédiées à l'encadrement aussi parce qu'il y a des outils de développement des compétences psychosociales qui peuvent être au service de toutes les instances, que ce soit un conseil de classe, que ce soit une réunion de niveau, la façon finalement de mener une équipe
ou en tout cas d'accompagner une équipe. Ça va être une dimension vraiment importante aussi dans ce langage commun. Mmh. Et on revient au caractère systémique dont tu parlais Ouais, au tout début. ouais. On va essayer dans cette dernière partie de rentrer dans la classe. On l'a déjà fait, hein, toutes les deux. Vous nous avez proposé des entrées dans la classe. En classe, les compétences psychosociales, ça donne quoi? Voilà. Est-ce qu'il y a des activités efficientes? Est-ce qu'on peut en présenter une ou deux comme porte d'entrée que vous n'ayez pas déjà présentées? Alors, on a je vais partir sur notre cheval de bataille, la régulation. On en a dit un mot, mais on peut de façon explicite, alors, j'ai parlé des formats sur le fait qu'on peut avoir le luxe d'avoir un temps dédié qui s'appelle un temps d'échange en classe. On peut avoir des actions ponctuelles, on peut, décider de mettre en place en tout début d'année ce qu'on appelle les 3 piliers d'un cadre ferme et bienveillant, à savoir les lignes de conduite co-construites. Donc, cette année, pour qu'on passe une année à la fois conviviale, agréable et qu'on puisse travailler de façon efficace, de quoi on a besoin, entre nous et ensuite, si on a besoin d'écoute, tu te sens écouté quand? Puis on va regarder ce que ça signifie pour chacun. Donc ça s'appelle co-construire des lignes de conduite. C'est un outil vivant. S'il est respecté, on peut être dans l'encouragement. Merci, la façon dont on s'est écouté aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on avait décidé ensemble et puis au contraire, ça peut être un rappel au cadre. Je suis pas sûre qu'on se soit écouté de façon vraiment, efficace. Donc le premier pilier, ce sont les lignes de conduite. Ensuite, on a ce qu'on appelle les responsabilités, les métiers de classe. Donc c'est pas simplement développer le sens du service, c'est vraiment aller, donner des opportunités de contribuer. Donc on est vraiment sur le fil de l'appartenance et du sentiment de valeur à développer chez l'élève. C'est donc le deuxième pilier du cadre et le troisième, ça va être, les routines, les ritualisations qui sont co-construites. Donc ces 3 piliers, on peut les installer en début d'année, on peut le faire au milieu de l'année si on l'a pas déjà fait, parce que et on peut poser des lignes de conduite sur une sortie scolaire, sur la préparation d'un devoir, sur un travail en sous-groupe. Encore une fois, l'idée c'est de co-construire. Donc ça, on va trouver ça assez systématiquement dans les classes quand on travaille le développement des compétences psychosociales. Et puis ensuite, j'avais commencé à parler de régulation. On peut, dans les outils de régulation, faire la démonstration du temps de pause en utilisant la métaphore du cerveau dans la paume de la main de Daniel Siegel qu'on trouve sur YouTube. Hem et qui on tape, éducation positive, cerveau dans la paume de la main et vous allez le trouver. On peut le partager d'ailleurs avec ses élèves pour comprendre ce qui se passe quand on perd son calme. On bascule ensuite, ça nous arrive à tous de perdre notre calme, donc on n'est jamais dans la culpabilité. On va être: «Bah oui, ça nous arrive, on est humain». Ce qui est important, c'est de pouvoir remettre le couvercle à sa place pour fonctionner correctement et là, on va réfléchir ensemble à c'est quoi vos idées pour qu'on puisse retrouver son calme. Et puis, on va peut-être installer dans la classe ou en dehors ce qu'on appelle un espace temps de pause, qui sera un endroit où je vais pouvoir aller pour me sentir mieux avant de faire mieux. Donc, il y a un changement de paradigme. On n'est pas dans le va réfléchir à ce que tu as fait. On est vraiment va te poser parce que là, il y a, si on continue, on va pas être respectueux ni toi ni moi. Et puis après on reprend. Donc ça, ce sont typiquement des outils concrets de régulation dans la classe et puis ritualiser la régulation par des activités, faire un travail autour de nommer, identifier, nommer les émotions. Donc en fait, et encore une fois, c'est intéressant parce que par ces activités, on ne développe pas qu'une seule compétence, on en développe plusieurs à la fois. On va développer l'écoute, on va développer l'empathie, on va développer, la compréhension de l'autre. Donc voilà, ce sont quelques exemples concrets de comment ça se passe dans la classe. Armelle, je ne sais pas si tu veux ajouter des choses ou si le temps nous manque, mais On peut en rajouter une autre et Armel peut glisser sur comment on doit incarner finalement tout ça en tant qu'enseignant dans sa classe, sur la posture enseignante. Vous en avez parlé l'une et l'autre en tout début, mais on peut essayer de le rassembler ici euh, en fin d'entretien pour laisser les auditeurs et auditrices là-dessus. Voilà. Alors, je laisserai Béatrice donner son point de vue sur la posture, mais en lien avec ce qui vient d'être partagé.
c'est le côté vraiment concret de ce que l'enseignant va pouvoir apporter à ses élèves qui va compter. En fait, c'est sur le comment faire. Si je reprends la régulation, on a eu cette petite anecdote que je vous partage rapidement de cet élève de sixième qui, à chaque fois qu'il y avait des évaluations, il avait mal au ventre, il finissait dans le bureau de l'infirmière. Et puis, l'infirmière lui a dit, bah, tu vois, ce que tu ressens, c'est du stress. Et c'est normal. Souvent, quand on a des évaluations, on est stressé et l'impact dans le corps, c'est telle et telle et telle chose. Et ce que je te propose, c'est d'apprendre une respiration que tu vas faire avec le ventre. Et à chaque fois que tu stresses, bah, tu vas t'appuyer là-dessus et tu vas gonfler ton ventre comme un ballon, etc. Donc, elle n'est pas en train de lui dire, mais non, faut pas stresser, c'est pas grave. Elle est en train de lui enseigner un outil concret qui va lui permettre de développer sa capacité à gérer son stress. Donc ça, c'est essentiel dans cette démarche, c'est comment l'enseignant peut être passeur d'outils concrets qui vont permettre aux élèves de se muscler sur leurs compétences psychosociales. Et pour la petite histoire, on l'a croisé avec Béatrice dans un couloir. Il était en train de parler avec un élève de première qui allait s'entraîner à son oral de bac de français et il était en train de lui dire « Non, non, mais tu sais, il faut pas que tu stresses, hein, parce que si tu fais la respiration avec le ventre comme un ballon, tu vas voir, ça va changer la façon dont tu parles. » Donc en fait, on retrouve ce qu'on évoquait à nouveau au départ, c'est-à-dire le pouvoir d'agir. C'est ce petit exercice concret que l'infirmière lui a transmis à cet élève, lui a redonné le pouvoir d'agir sur son stress et le sentiment d'être capable. Donc en posture, ouais, pouvoir transmettre des outils concrets. Oui, et alors l'image qui me revient à nouveau, c'est que c'est contagieux. Et dans la posture, on a parlé de posture ferme et bienveillante. J'ai envie d'ajouter l'élément du prendre soin de soi. Parce que justement c'est contagieux et que quand je prends soin de moi en tant qu'adulte, eh bien, je suis davantage dans ma fenêtre de tolérance, hein, et quand je suis dans ma fenêtre de tolérance, je suis une base sécure, hein, pour les apprentissages de mes élèves. Donc ça, c'est vraiment, aussi une dimension qu'on intègre dans ces formations. C'est comment est-ce que, avec peu de temps, avec le stress dans lequel on est, avec le quotidien, comment est-ce qu'on pose des temps, pour prendre soin de soi? Parce que, encore une fois, les neurosciences nous montrent que c'est fondamental et c'est contagieux, en fait, dans ce champ des compétences psychosociales. J'aime bien l'idée de terminer sur cette idée de base sécure et que finalement chacun va s'emparer de ça à sa manière et se dire ok, comment moi je peux incarner à minima pour commencer cette base sécure et chacun et chacune prendra des entrées différentes. Je rappelle qu'on mettra dans le lien de l'émission tout ce qui peut permettre aux collègues soit d'aller un peu plus loin sur la recherche que vous avez menée, soit des outils pour passer à l'action. Voilà, tout ça sera bien sûr dans les liens de l'émission. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos Merci. réponses. Alors, je rappelle que vous avez formé des équipes de REP+, sur 3 ans en y attachant une recherche qui s'intitule Évaluation de l'évolution des compétences psychosociales des enseignants et des élèves suite à une formation à la gestion de classe. Nom un peu long. Pour se quitter sur quelque chose de plus poétique, est-ce que vous auriez un petit mot de la fin, l'une ou l'autre? Bah, ça serait peut-être de se rappeler que le développement des compétences psychosociales, c'est un chemin, et que finalement, c'est comme apprendre à faire du vélo. Bah, on avance, on tombe du vélo, on remonte sur le vélo et on est sur le chemin de l'appartenance, du sentiment de valeur, de la sécurité dont on vient de parler et ça permet d'apprendre et d'explorer. Donc c'est une belle aventure. Eh ben, allons-y. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci de nous avoir reçus.